Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne, ni en public, ni en privé, à savoir le thème de l'écologie, ou disons plutôt d'une pensée de la nature et de sa préservation. Et plus encore même que de l'écologie à proprement parler, j'aimerais parler aujourd'hui des racines philosophiques de droite que l'on trouve à la pensée écologique. Car en effet, la captation, la récupération de l'écologie par la gauche est aujourd'hui tellement réussie qu'il s'agit là d'une chose assez largement méconnue ou oubliée du grand public, y compris par la droite elle-même d'ailleurs. Et plus dommageable encore, l'exaspération légitime provoquée chez nous par l'écolo-gauchisme avec son cortège de figures hystériques ou d'obscurantisme scientifique et social nous pousse bien souvent non seulement à renier une part essentielle de notre héritage philosophique, mais surtout à adopter une posture complètement caricaturale, voire inconsciente, telle qu'on peut le voir chez certains leaders populistes comme Donald Trump ou Bolsonaro par exemple. Pourtant, si le mot écologie revêt maintenant une signification quelque peu désagréable à nos oreilles, il ne faut pas pour autant essentialiser les mots et leur accorder un sens absolu et inchangeable. En politique en particulier, de mêmes mots désignent bien souvent des réalités fort différentes. Une même idée, une même intuition de départ a des conséquences différentes selon le camp idéologique qu'elle sert. Et les exemples ne manquent pas dans l'histoire des idées. Prenons un exemple très commun, très courant, très connu, à savoir celui du nationalisme. Le nationalisme, qui est à différencier du simple sentiment national et qui a toujours peu ou prou existé dans l'histoire, le nationalisme est né, on s'accorde à le dire, avec la Révolution française, grosso modo, et avec l'émergence de l'État-nation moderne. Et en tant que tel, le nationalisme était vu par les révolutionnaires comme une arme de destruction massive contre les principes hiérarchiques et traditionnels de l'Europe aristocratique de l'époque. Et en tant que tel, la droite réactionnaire et la droite contre-révolutionnaire s'opposaient farouchement à ce nationalisme qu'elle voyait, à juste titre, comme une arme tournée contre elle et contre l'Europe aristocratique. Des figures comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Donoso Cortés ou Metternich ont toujours été opposés au nationalisme. Et même quelqu'un comme Julius Evola au XXe siècle restait opposé au nationalisme pour les mêmes raisons à peu près. Pourtant, vous savez tous que le nationalisme n'est pas resté cantonné à gauche dans l'histoire des idées. Une véritable pensée de droite a donné un contenu positif à ce terme au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais ce même nom de nationalisme, désignait deux choses différentes, et désigne encore deux choses différentes, selon la perspective qui lui est assignée. Le nationalisme des uns, le nationalisme de gauche, relevait d'un projet démocratique et égalitaire, et entre parenthèses, la gauche moderne est toujours autant capable de ce nationalisme quand il s'agit de nations qui s'affirment contre d'autres nations incarnant un principe hiérarchique contraire. La gauche moderne n'a aucun mal à soutenir le nationalisme tibétain contre la Chine, par exemple, ou même le nationalisme ukrainien et biélorusse contre la Russie. Je ferme la parenthèse, alors que le nationalisme de droite relève de la défense des réalités charnelles contre les abstractions intellectualisantes, relève de la défense d'une communauté politique définie par des critères plus ou moins objectifs contre l'idéologie abstraite de l'égalité qui rend de facto chaque homme interchangeable. Or, cet exemple du nationalisme peut s'appliquer à la plupart des grandes idées qui traversent le champ politique. La Révolution, par exemple, était un autre concept originellement né à gauche. Ce concept peut très bien agir à droite également, dans le sens des idées de droite. De même, je m'efforce dans plusieurs de mes vidéos de défendre l'idée que le concept de progrès ne doit pas être abandonné à la gauche pour peu que son contenu soit corrigé à partir de nos propres principes, de nos propres concepts. Ce qu'il faut, ce n'est pas juger les idées en fonction de leur étiquette, mais les juger selon la finalité qui leur est accordée. Sinon, on commet toutes sortes de confusions tout à fait regrettables. Prenons quelques exemples à nouveau pour illustrer cette idée. Alors tout d'abord, un exemple relativement ancien, à savoir l'antigaullisme, c'est-à-dire donc l'hostilité à l'égard de la politique menée par le général de Gaulle.
L'antigaullisme n'était pas plus de gauche que de droite. On pouvait très bien être anti-gaulliste par conviction communiste, comme on pouvait être anti-gaulliste pour des convictions de droite très fortes. Et un anti-gaulliste n'était pas forcément l'allié d'un autre anti-gaulliste, au contraire. Un autre exemple, tiré directement de notre actualité brûlante, à savoir celui du tragique conflit russo-ukrainien, un pro-ukrainien n'en vaut pas forcément un autre, de même qu'un pro-russe d'ailleurs. On peut très bien être pro-ukrainien pour des raisons démocratiques, progressistes au sens de la gauche, par hostilité envers une puissance généralement considérée comme conservatrice, à savoir la Russie, mais on peut très bien être pro-ukrainien par nationalisme, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, par nationalisme de droite, j'entends, pour la défense des réalités charnelles, pour la défense de l'identité des peuples, ou par européanisme aussi, qui est une position qui consiste à dire que l'Ukraine fait partie de l'Europe, de la civilisation européenne, et par conséquent on ne peut pas accepter son agression, ce qui est plus ou moins ma propre position. Mais il en va de même pour les pro-russes. On peut être pro-russe par ethnomasochisme de gauche ou de droite d'ailleurs, par nostalgie néo-communiste, il y en a malheureusement, mais on peut être également pro-russe pour des raisons philosophiquement conservatrices, pour des raisons de droite, si l'on considère que la Russie actuelle constitue une alternative viable au modèle occidental par exemple. Bon, tout ça pour dire que si je me suis livré à ce long détour, c'est pour vous inciter à ne pas faire de toutes ces étiquettes des absolus sacrés. Ce ne sont que des étiquettes dont la signification peut changer en fonction des forces politiques en présence et en fonction de la production intellectuelle en cours. Or, si l'écologie est aujourd'hui le terrain de la gauche, c'est en grande partie à cause de la droite elle-même qui lui a complètement cédé le terrain et qui a même tendance de plus en plus à partir dans le sens opposé, souvent hélas par pure réaction contre le politiquement correct. Or, s'il est important évidemment de se tenir au courant de la pensée du jour, afin que notre propre pensée soit la plus juste et la plus appropriée, il ne faut jamais penser en fonction de la mode. L'artiste est certes le fils de son temps, disait Schiller, mais malheur à lui s'il devient son disciple. Et il en va de même pour les philosophes. Dans cette vidéo, je voudrais donc partir de deux études écrites par l'italien Giovanni Monastra et par le français Philippe Bayet sur les racines révolutionnaires conservatrices de la pensée écologique et sur les liens entre la pensée de droite et la pensée écologique. Deux études qui se trouvent dans ce livre, dans ce recueil intitulé « Piété pour le cosmos ». Alors, sans partager forcément toutes les réflexions ou tous les points de vue des deux auteurs en question, j'ai appris énormément de choses en lisant ce livre et j'ai eu envie de partager avec vous le fruit de ma lecture. En effet, comme je l'ai dit, on oublie généralement que les racines philosophiques de la pensée écologique se trouvent à droite, et quand on le sait, on est généralement bien en peine de donner des références très précises. Or, c'est justement un des mérites de ces deux auteurs, de ces deux études, de nous fournir un panorama relativement précis sur l'origine de ces idées en partant d'auteurs concrets. Et c'est justement ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, vous parler de ce qu'il faut entendre par une pensée écologique, en quel sens on peut aborder cette notion à partir d'une vision du monde de droite, et vous parler de quelques-uns des précurseurs de la pensée écologique qui pourraient nous intéresser dans l'élaboration d'une nouvelle vision du monde. Car, et c'est la dernière chose que je dirais en guise de préambule, car si une position strictement conservatrice est à dépasser pour une bonne partie, et pour cela je vous renvoie à mes vidéos sur l'archéofuturisme ou sur Armin Mohler, donc si une position strictement conservatrice est à dépasser pour une bonne partie, il y a néanmoins des choses tout à fait valables dans une position authentiquement conservatrice, au sens vraiment supérieur du terme, en ce qui concerne la place de l'homme dans l'univers et ce que mon invité Armand Berger, dans notre entretien sur Tolkien, avait appelé le sentiment de la nature. Il y a, je crois, une synthèse à produire
dans l'élaboration d'une vision du monde de droite adaptée à notre époque, entre une réflexion authentiquement conservatrice donc, et une aspiration au renouvellement, au progrès de notre civilisation. Il est vraiment important de réunir toutes les dimensions de la droite, qui est par trop morcelée. Et nous avions déjà discuté de la nécessité de ne pas rejeter la technique ou le progrès en tant que tel. Voyons aujourd'hui ce qu'il y a d'authentiquement valable dans une position conservatrice. Contrairement à ce que la vulgate de gauche essaye de faire croire aujourd'hui, le souci de la préservation de la nature et du vivant n'a jamais fait partie des préoccupations de la gauche jusqu'à une date très récente, changement qu'elle n'a opéré que pour des pures raisons d'agenda électoral et au nom d'une eschatologie égalitaire résolument tournée contre la civilisation européenne ou occidentale. Nous verrons un peu plus loin dans la vidéo quelques exemples du mal que la pensée de gauche, et en partie communiste, a causé au XXe siècle. Comme le rappelle très justement Giovanni Monastra, la sensibilité écologique de l'époque moderne est née de la dégradation progressive de la nature due à une industrialisation de plus en plus envahissante, associée à une vision du monde mécaniste issue de la pensée moderne des Lumières. Et c'est principalement dans des pays du monde anglo-saxon et germanique que les origines historiques et philosophiques de l'écologie sont à chercher entre le milieu du XVIIIe siècle et le XIXe. La pensée des Lumières se caractérise en effet d'abord et avant tout par quelques traits saillants, à savoir un progressisme naïf tout d'abord, le futur sera nécessairement meilleur que le passé, le rationalisme, entendu non pas comme l'usage ou la défense de la raison, qui est une bonne chose en soi, mais qui repose sur le postulat métaphysique selon lequel les principes qui sous-tendent la réalité sont identiques aux lois de la raison elle-même, l'utilitarisme, l'individualisme et le réductionnisme scientiste et mécaniciste. A l'inverse, la critique des Lumières dans le monde germanique, volontiers romantique, fut généralement holiste, vitaliste et organiciste, développant même parfois une sorte de pensée mystique empathique vis-à-vis de la nature. Dans leur majorité, écrit Giovanni Monastra, les représentants de la pensée écologique se sont opposés à l'artificialisation globale et invasive du monde. On doit à la pensée écologique la réhabilitation de la notion de limite. Celle-ci est jugée importante aussi bien comme paradigme inhérent à la nature qu'en tant que valeur éthique. L'idée d'une interdépendance fondamentale et irréductible entre les phénomènes et processus naturels dans lesquels s'inscrit l'homme est un autre trait distinctif de ce courant culturel. Imperat naturam nisi parendo, comme dit le proverbe, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Dans ce domaine, on peut penser à trois grands naturalistes. L'anglais Gilbert White, le célèbre américain Henry David Thoreau et l'allemand Alexander von Humboldt. Ce dernier fut un très grand explorateur allemand, naturaliste et aussi géographe, qui, par la qualité de ses relevés topographiques, a fondé les bases des explorations scientifiques. Considéré comme l'un des pères de la géographie moderne et auteur de nombreuses découvertes en botanique, Alexander von Humboldt a réalisé de grandes expéditions dans les Amériques au tout début du XIXe siècle, et dans son livre Ansicht der Natur, les tableaux de la nature, écrit en 1808, il définit la nature comme un système dynamique indissoluble, doté d'équilibre et d'unité, connaissant des séries infinies de relations internes reliant ses composantes. Suivant Alexander von Humboldt, chaque organisme doit être considéré comme une partie dans le tout de la création et reconnaître, dit-il, dans la plante et dans l'animal, non l'espèce isolée, mais une forme attachée dans la chaîne des êtres à d'autres formes vivantes ou éteintes. L'intérêt grandissant porté pour le système de la nature dans le domaine scientifique conduisit le biologiste allemand Ernst Haeckel, en 1866, à forger le terme écologie, à partir des mots grecs oikos, qui signifie la maison ou l'habitat, et logos, le discours, à savoir donc la science de l'habitat. Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Haeckel désignait par ce terme la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire dans un sens large, la science des conditions d'existence. Et ce n'est pas un hasard si c'est l'Allemagne qui peut être considérée comme le véritable berceau de la pensée écologique, du souci profond de l'environnement et de la protection de la vie animale. Si, à l'époque moderne, l'Angleterre peut être vue à juste titre comme le berceau du conservatisme classique et la France comme le berceau du rationalisme des Lumières, ainsi que son contraire la contre-révolution, l'Allemagne, elle, est le berceau de l'écologie au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire
une pensée qui remet l'homme à sa vraie place dans l'ordre cosmique, une pensée du sens de la Terre, comme dirait Nietzsche, der Sinn der Erde. Or, c'est précisément dans ce sens de la Terre nietzschéen que réside l'essence de l'attitude écologique, rejetant toute forme de discours qui conduit à une dévaluation du sensible. Comme l'écrit Philippe Bayet, c'est une question de logique élémentaire. Dès lors que l'on dévalue plus ou moins radicalement le monde des apparences, des phénomènes, on est conduit à négliger l'entretien des conditions indispensables à la bonne perpétuation du vivant, humanité comprise. Cela nous renvoie à l'aporie sur laquelle Nietzsche a si souvent mis le doigt, à l'intention et à l'attention en particulier de tous ceux qui soupirent après des outre-mondes et qui s'imaginent que cela leur confère non un simple supplément d'âme, mais carrément une espèce de monopole sur la spiritualité. Les contempteurs du corps oublient tout simplement cette évidence. Un corps en vie est lui-même la condition indispensable à l'énonciation de leur mépris du corps et de la chair. Une condamnation ou un mépris de la part d'une forme de vie, fût-elle humaine, ne témoigne en rien d'une quelconque supériorité sur la vie, mais seulement d'un emprisonnement dans une vie fatiguée, épuisée, malade, décadente, qui aspire en fait, car elle est d'essence nihiliste, à sa propre perte, à sa propre disparition. Or, cet idéal de grande santé, de retour à la terre, de réconciliation avec la nature, thématisé explicitement par Nietzsche, se retrouve comme un sentiment diffus dans la culture allemande de son temps, que ce soit chez Goethe, chez Schiller, Novalis ou chez les frères Schlegel par exemple. Et c'est ce que nous allons voir maintenant brièvement à travers une série de courts portraits destinés à vous donner une image un peu plus précise du contexte intellectuel dans lequel est née l'écologie moderne. Parmi les précurseurs des idées, ou au moins des thèmes de l'écologie, il convient de mentionner tout d'abord Ernst Moritz Arndt, né en 1769 et mort en 1860. Écrivain, Arndt est une figure essentielle du nationalisme romantique allemand. Au contraire de nombreux grands romantiques, comme Schlegel, Tieck ou Novalis, qui sont partis de l'esprit et de l'étude des lettres pour découvrir les merveilles de la nature, Arndt est né au sein d'une petite famille de paysans poméraniens de l'île de Rügen au nord de l'Allemagne, sous domination suédoise à l'époque. « Je suis né dans le petit peuple proche de la glèbe », écrira-t-il en 1819. À bien des égards, Arndt peut être comparé à Fichte, non pour sa virtuosité philosophique, ni pour son appartenance à l'idéalisme allemand, mais pour sa défense de la nation allemande lors des guerres napoléoniennes et de l'occupation de l'Allemagne par la France. Là où Fichte écrivit ses discours à la nation allemande, Arndt, lui, écrivit son Geist der Zeit, l'esprit du temps, en plusieurs volumes, par lequel il appelle à l'unité de tous les Allemands en vue d'un vaste soulèvement national susceptible d'entraîner une victoire militaire libératrice. Avec ce livre, Arndt entend mobiliser ses compatriotes autour d'idéaux communs enracinés dans la tradition germanique, et en tant que tel, Arndt compte, avec Fichte, parmi les précurseurs de l'enracinement et de la pensée nationaliste allemande. Toutefois, si tous s'accordent à lui reconnaître une place très importante dans l'éveil de la conscience nationale allemande, les historiens allemands de l'environnement considèrent également Arndt comme le tout premier exemple de pensée écologique au sens moderne du terme. Dans un article paru en 1815, au titre évocateur « Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forsten und der Bauern im Sinne einer höheren, das heißt menschlichen Gesetzgebung » sur le soin et la conservation des forêts et des paysans dans le sens d'une législation supérieure, c'est-à-dire humaine, Arndt se prononce contre l'exploitation à courte vue des forêts et des sols, condamnant la déforestation et ses causes économiques. Quand on considère la nature comme interdépendance et interrelation nécessaires, écrit-il, tout devient également important. Un arbuste, un ver, une plante, un homme, une pierre. Rien ne vient avant ou après, tout vient d'une seule et même unité. Il est intéressant de noter que ces appels éloquents et anticipateurs de la sensibilité écologique ont toujours été exprimés dans l'optique du bien-être du sol et du peuple allemand. Aux origines même, une pensée de l'environnement et du cadre de vie s'inscrit naturellement dans un souci de défense et de préservation du peuple. Mais si Ernst Moritz Arndt eut une grande importance, son héritier, Wilhelm Heinrich von Riel, né en 1823 et mort en 1897, approfondit plus encore ce lien entre pensée écologique et pensée identitaire en mettant un accent particulier sur le romantisme agraire et la critique de l'urbanisation grandissante. Ses choix, les choix de Riel, écrit Monastra, furent assurément plus verts que ceux de son maître,
au point qu'il annonce certaines formes de l'engagement écologiste contemporain, par exemple en incitant à lutter en faveur des droits de la nature sauvage. Voici ce qu'il écrit par exemple. Nous devons protéger la forêt, non pas simplement pour que le poil ne devienne pas froid en hiver, mais pour que le pouls du peuple continue de battre dans une joyeuse chaleur vitale pour que l'Allemagne reste allemande. En 1844, à l'âge de 21 ans, après avoir suivi les cours de Arndt, Riehl abandonne ses études de théologie pour se consacrer entièrement à l'étude du peuple allemand, à l'histoire culturelle et à la politique sociale de son pays en tant qu'écrivain indépendant. Riehl se lance donc à la découverte de son pays au cours de longues randonnées à pied à travers toute l'Allemagne. Riehl, qu'on surnomma le randonneur du XIXe siècle, der Wanderer der 19. Jahrhunderts, fit l'acquisition d'une connaissance approfondie du peuple et du pays allemand, ce qui rend son œuvre éminemment vivante. De voyageur passant à travers le pays physique, il devient un voyageur voyant à travers la vie et l'esprit du peuple allemand. Son objectif devint, selon ses mots, l'étude du peuple allemand et la découverte des lois naturelles de la vie populaire. Cela se traduisit notamment dans son œuvre majeure, L'histoire naturelle du peuple comme base d'une politique sociale allemande en 4 volumes, dans laquelle les facteurs géographiques, les conditions sociales et le mode de culture et de vie allemand sont mis en évidence. En raison de son objet d'étude, Riehl est considéré à juste titre comme un précurseur ou un fondateur, entre autres, de la science du folklore, de l'histoire culturelle et de la sociologie en Allemagne. Mais Riehl est également considéré comme l'un des précurseurs de la protection de la nature, non seulement de la nature comme paysage culturel et aménagé par l'homme, mais aussi de la protection de la nature sauvage. Reprenant un topos de la culture et de la littérature allemande, présent notamment chez Maître Eckhart et chez les mystiques rhénans, Riehl écrit cette phrase superbe « Le peuple allemand a besoin de la forêt, et quand bien même nous n'aurions plus besoin du bois pour chauffer l'homme extérieur, il n'en serait que plus nécessaire pour réchauffer l'homme intérieur. » Parmi les précurseurs allemands de la pensée écologique, on peut encore penser à Ernst Rudolph, qui n'est lui ni un écrivain ni un scientifique, mais un compositeur et un pianiste de grand talent. Né en 1840 et mort en 1916, il est l'auteur de 3 symphonies ainsi que d'une 60aine de lieder, mais il est surtout, au vu de notre sujet, le créateur de l'expression Naturschutz en allemand, la défense de la nature, qu'il employa pour la première fois dans sa conférence sur le rapport de la vie moderne avec la nature. En 1897, il ira même plus loin en publiant une brochure intitulée Heimatschutz, la défense de la patrie, nous reviendrons plus loin dans la vidéo sur le terme Heimat en allemand, établissant un lien entre la protection de la nature et la défense du pays natal. Quand il parle de défense des biens patriotiques dans sa brochure, il qualifie en fait, selon ses mots, tous les traits distinctifs du pays natal dans leur caractère paysager et forgé par l'histoire, toute forme de l'âme populaire et toute singularité dans la manière d'être, les coutumes et leurs manifestations. Mais en plus de ces penseurs d'une grande importance, celui qui doit être certainement regardé comme le plus grand précurseur de l'écologie profonde est Ludwig Klages, né en 1872 et mort en 1956, et qui est malheureusement trop peu connu en France. Je lui consacrerai très certainement une vidéo à part entière sur mon site un jour. Penseur proche de la révolution conservatrice, il est surtout le représentant éminent de la Lebensphilosophie, la philosophie vitaliste allemande, avec des livres comme De l'éros cosmogonique, La nature du rythme, Les principes de la caractérologie, ou encore L'esprit comme antagoniste de l'âme, Der Geist als Widersacher der Seele, son œuvre majeure. Mais si je prends le soin de le mentionner aujourd'hui, c'est parce qu'il écrivit en 1913 ce qui apparaît véritablement comme le manifeste fondateur de l'écologie allemande et même européenne, à savoir L'homme et la terre. Dans ce texte, Klages se livre à une attaque en règle du progrès conçu comme une religion séculière qu'il s'applique à démythifier. L'homme moderne et civilisé lui apparaît comme un esclave arrogant, stupidement optimiste, asservi à une mentalité utilitariste aussi destructrice que suicidaire. La plupart de nos contemporains, écrit-il, claquemurés dans les grandes villes et accoutumés depuis l'enfance aux cheminées fumantes, au vacarme des rues et aux nuits aussi claires que le jour, ne savent plus apprécier la beauté du paysage. On voit s'exprimer ici, écrit Giovanni Monastra, il y a donc un siècle, plusieurs thèmes chers à l'écologisme de ces dernières décennies. La dénonciation de l'aliénation urbaine, de la pollution, du trafic routier, la conscience de la perte de l'empathie humaine envers la nature.
Klages souligne également que ces critiques donnent immédiatement lieu en réponse au discours habituel sur la nécessité du développement économique et les besoins utilitaires à garantir et à mettre en valeur. Mais Klages estimait qu'à l'époque où il écrivait, les équilibres naturels avaient déjà été détruits. Quant au fait de se référer constamment à l'utilité comme élément important de notre vie, il ne doit pas empêcher de constater qu'elle n'a rien à voir avec les besoins matériels. De la profonde empathie qui unissait Klages à la nature vient sa condamnation de la destruction des forêts et de la chasse indiscriminée visant à capturer des animaux pour satisfaire les lubies les plus vaines et les plus stupides. Klages écrit encore « Une orgie dévastatrice à nul autre égal a saisi l'humanité. La civilisation présente les traits d'une inaltérable soif de meurtre et son souffle vénéneux dessèche la prodigalité de la terre. Une telle situation rend nécessaire une alliance de tous les hommes désireux de défendre à la fois la nature et le patrimoine, ce qui laisse entrevoir la réunion nécessaire de l'écologisme et du patriotisme. » Et Klages de rappeler comment les œuvres des hommes du passé s'adaptaient au paysage et savaient s'y fondre, au point que, les évoquant, il écrit que toutes ces choses respirent et révèlent l'âme du paysage qui les a vues naître, sans lui faire violence. Mais le progrès moderne n'a pas seulement causé la mort de nombreuses espèces vivantes selon Klages. Il faut aussi compter parmi la liste de ses victimes les diverses cultures traditionnelles européennes. Partout où le progrès s'est installé, il a apporté uniformité, homogénéisation et anéantissement des différences. Le progrès ne fait pas que ternir la vie, il l'a réduite au silence, écrit-il. La plupart des gens ne vivent pas, ils ne font qu'exister, s'usant comme esclaves du travail, tels des machines au service des grandes usines, s'en remettant aveuglément au délire numérique des actions et des fondations comme esclaves de l'argent. Et enfin, nous aimerions terminer ce trop bref aperçu par une dernière figure, par un scientifique cette fois-ci, à savoir Konrad Lorenz, biologiste autrichien et prix Nobel de médecine, né en 1903 à Vienne et mort en 1989. Auteur de livres fondamentaux comme L'agression, une histoire naturelle du mal ou encore Les 8 péchés capitaux de notre civilisation, Lorenz a lui aussi dénoncé la destruction de l'environnement comme processus parallèle et conjoint à la destruction de la culture et de la tradition. D'après lui, il existe une évidente connexion circulaire qui va de l'extérieur vers l'intérieur et puis à nouveau vers l'extérieur, qui, dans un monde aussi abîmé que le nôtre, se manifeste par des répercussions négatives sur la façon que nous avons de ressentir et de percevoir la réalité. L'homme civilisé, écrit-il, qui dévaste avec un vandalisme aveugle la nature vivante qui l'entoure et dont il tire sa subsistance, attire sur lui-même la menace d'une ruine écologique. Ce qu'il remarque moins encore, c'est à quel point ces procédés barbares nuisent à son âme. De fait, continue-t-il, la dévastation de l'environnement naturel atteint non seulement le monde extérieur dans lequel nous vivons, mais détruit en l'homme même tout respect de la beauté et de la grandeur de la création qui le dépasse. Après avoir rapidement passé en revue ces grands précurseurs de la pensée écologique allemande, il nous faut dire maintenant quelques mots de l'idée sous-jacente, de cette union profonde qui existe entre la défense de l'environnement et de la nature, et la défense de la terre natale, à rebours de l'écolo-gauchisme mondialisé et hors sol d'aujourd'hui. Pour cela, il faut faire un peu d'étymologie, comme nous y invite Philippe Bayet dans son étude. La langue allemande distingue de façon assez intéressante das Vaterland, la terre des pères littéralement, ou la patrie, et die Heimat, qu'on traduit couramment par le pays natal. La Vaterland est la patrie reconnue de façon juridique, avec des frontières bien définies, ainsi que l'on peut le voir dans la célèbre chanson de Ernst Moritz Arndt, Was ist des deutschen Vaterland, une chanson irrédentiste allemande composée en 1813 dans le contexte de l'unification allemande contre Napoléon. Il en va différemment de la notion de Heimat, que l'on oppose volontiers à Vaterland, comme le note Philippe Bayet. Heimat, écrit-il, désignerait la patrie intérieure, une sorte de paysage intérieur ancestral que l'on porte en soi et que l'on emporte partout,
quand bien même on vivrait à des milliers de kilomètres de la mère patrie. En tant que patrie intérieure, la Heimat n'est pas nécessairement liée à un territoire aux frontières définies et reconnues. C'est en cela que le Heimatgefühl, le sentiment du pays natal, diffère du Nationalgefühl, le sentiment national classique. La Heimat peut donc être perçue même en l'absence d'un État. Elle ne renvoie pas à un concept juridique, c'est une réalité d'ordre phénoménologique. Elle relève volontiers du ressenti, comme on a coutume de le dire aujourd'hui, mais au sens le plus fort du terme. Le terme Heimat dérive de Heim, apparenté au home anglais, mais aussi au vieux français Ham, le village, qui a donné hameau. Heim signifie le domicile ou le foyer, ou quand il est employé comme adverbe, chez soi, à la maison. Et le mot fournit de nombreux dérivés dans la langue allemande, comme heimatlos, que l'on traduit par apatride, mais qu'il serait plus juste de traduire par le sans-séjour, ou Heimweh, le mal du pays. Mais plus intéressant encore, le radical Heim en allemand se retrouve dans toute une série de mots allemands qui ont trait à ce qui est secret, mystérieux ou intime. Secret se dit geheim, mystérieux geheimnisvoll. L'adjectif heimlich signifie intime, secret, alors que son contraire unheimlich signifie angoissant, sinistre. Ou encore l'expression sich heimlich fühlen, se sentir chez soi. De tout cela, conclut Philippe Bayet, il résulte que le noyau le plus profond de l'identité est de l'ordre de l'intime, du caché, voire de l'occulte, mais que pour accéder à la pleine conscience chez le porteur même de cette identité, le plus profond de l'intime a besoin du regard de l'autre. Non pas cependant de n'importe quel autre, non pas de l'autre ectoplasmique et indéfinissable des écolo-gauchistes. Non, de l'autre qui appartient à la même communauté raciale, ethnique, populaire, culturelle, selon une hiérarchie des appartenances qui révèle, dévoile l'identité à travers la même vue du monde partagé et qui permet, antérieurement à tout discours, de se sentir bien chez soi en compagnie de l'autre. On aperçoit mieux maintenant toutes les conséquences qui relient défense de la Heimat, continue-t-il, défense de l'environnement et défense des espèces animales en tant que telles et non en tant qu'elles seraient menacées. Bien que la Heimat puisse se passer d'un État et même d'un territoire aux frontières définies, sa défense ne préfigure pas l'universalisme déraciné des courants dominants de l'écologisme contemporain. La Heimat ne tranche pas le lien du sang et du sol, mais l'intériorise, transforme le territoire natal, pour l'exilé aussi bien que pour l'autochtone, en paysage de l'âme, expression pour chaque membre de la communauté de l'âme populaire, Volkstum. Indissociable de l'environnement, de la flore et de la faune d'une terre précise, elle est ce séjour ancestral où repose le cœur profond de l'identité qui exprime la culture d'une communauté sous la forme d'un style de vie unitaire et inaliénable, non d'une accumulation de savoirs séparés. Le sentiment de la Heimat est piété pour le cosmos. Ce petit détour par l'étymologie, comme vous pouvez le constater, est loin d'être superflu. Il révèle une dimension essentielle de la pensée authentiquement écologique, qui est indissociable de la pensée de droite, et qui se révèle en profonde contradiction avec la vision du monde de la gauche. À savoir que l'écologie réelle, en tant que défense de la Heimat et de tout ce que cela implique, est une pensée de l'ordre. La pensée de gauche, à l'inverse, qui a pour but de réaliser l'égalité coûte que coûte au prix des pires abstractions idéologiques et intellectuelles, conduit au désordre et au chaos. Avant que la gauche ne se renouvelle idéologiquement après l'échec du socialisme marxiste, elle n'a jamais manifesté un grand intérêt pour l'écologie et la défense de l'environnement dans son histoire. Il suffit pour s'en convaincre de voir les catastrophes écologiques auxquelles ont conduit les politiques communistes dans des pays comme l'URSS ou la Chine par exemple. Jusque dans les années 80, le parti communiste de l'URSS a toujours nié qu'il y eût une question écologique dans leur pays. La crise écologique s'accentue en permanence dans les pays capitalistes, mais en URSS, on n'en observe aucun signe, disait-on. Rares étaient les voix discordantes, et la publication, sous forme de samizdat, du livre de Ziev Wolson, La destruction de la nature, sous-titré Aggravation de la crise écologique en URSS, sous le pseudonyme de Boris Komarov, fit l'effet d'une bombe. Mais c'est surtout la catastrophe de Tchernobyl qui a rendu évident et désormais impossible à cacher l'état désastreux de l'écologie en URSS et l'attitude mensongère de ses dirigeants qui essayaient même contre tout bon sens de cacher les conséquences désastreuses de l'explosion de la centrale. En 1989, un rapport du Comité d'État pour la protection de l'environnement
publiait un premier état des lieux attestant que 3,7 millions de kilomètres carrés, soit 16% du territoire soviétique, étaient en danger écologique. Mikhail Lemeshev, dans son ouvrage Désastre écologique en URSS, sous-titré Les ravages de la bureaucratie, traçait ce constat implacable. Il ne reste pratiquement plus sur le territoire du pays de terres épargnées par la destruction, la dégradation et la pollution. Ni le désert, ni la taïga, ni la toundra, ni même l'océan glacial arctique n'ont échappé à ce sort. Mais ce sont la partie européenne du pays, l'Oural et la Sibérie occidentale qui accusent le coup principal. Dans les villes et les centres industriels, où vivent près de 18% de la population soviétique, c'est-à-dire plus de 50 millions de personnes, la concentration des substances polluantes dans l'atmosphère dépasse souvent de 10 fois et davantage les plafonds admis. Le bassin atmosphérique des villes comme Zaporojié, Oufa, Angarsk, Bratsk, Volgograd, Gorky, Nijni Tagil est particulièrement touché. Près de 20 km3 d'eau usée polluée sont évacués chaque année dans des plans d'eau intérieurs. Environ 40% des eaux contrôlées connaissent une pollution excédant de 10 fois la norme. Mais il ne faut pas croire que cette situation catastrophique soit un accident de parcours dans l'épopée communiste. Il s'agit au contraire d'une conséquence inévitable de l'idéologie qui la sous-tendait. Dès le début de la Révolution d'octobre, la Vulgate bolchevique a imposé le thème d'un combat acharné à mener contre la nature jugée coupable de résistance à la modernité machiniste exaltée par le régime. Ce qu'il fallait détruire, c'était le sentiment de la nature, l'attachement à celle-ci qui n'aurait été que l'expression du romantisme petit bourgeois du XIXe siècle. Pendant toute l'histoire du régime, il faut donc inculquer à l'homo soviéticus l'idée d'une nature qu'il faut dompter et soumettre à la civilisation industrialiste. Ce passage de l'écrivain Maxime Gorky est éminemment représentatif. Dans l'Union des soviets, écrivait-il, la raison scientifique organisée jouit désormais d'une liberté illimitée dans sa lutte contre les éléments naturels. En vainquant ses forces, en les contraignant à œuvrer docilement pour la grande cause mondiale de la création d'une société sans classe d'hommes égaux, la raison, avec toujours plus d'audace, de succès et d'évidence, montre sa puissance de créateur et d'organisateur d'une seconde nature, c'est-à-dire d'une culture édifiée sur le terrain, sur les forces et les trésors de la première nature antique et inorganisée, et même hostile aux intérêts de l'humanité laborieuse. C'est au nom de la supériorité des idéaux communistes que cette nature, jugée archaïque, sera ainsi brutalisée et traitée sans aucune considération vis-à-vis de ses habitats naturels. Parmi les dizaines d'exemples parlants, celui de la mer d'Aral, entre l'actuel Kazakhstan et Ouzbékistan, est sans doute un des plus frappants. Du fait d'une volonté de maîtrise illimitée de l'espace et de la nature, la politique menée par les autorités soviétiques a conduit à la presque disparition de la mer d'Aral par assèchement. Jadis l'une des plus grandes mers fermées de la planète, la mer d'Aral couvrait jusque dans les années 1960 une surface de 68 000 km², ce qui en faisait le quatrième plus grand bassin d'eau salée du monde. À l'époque, ces pêcheurs fournissaient 20% du marché soviétique. Dès 1918 pourtant, le destin de la mer d'Aral fut scellé quand les autorités soviétiques décidèrent de détourner ces deux principaux affluents afin d'irriguer des zones désertiques de l'Ouzbékistan pour y implanter des rizières et des champs de coton. À partir des années 60, le niveau de la mer commence à baisser de 20 à 60 cm par an. Bientôt, elle se divise même en deux, puis en trois. En perdant son volume d'eau dans des proportions gigantesques, sa salinité a triplé et un véritable désert salé de 25 000 km² s'est formé tout autour, provoquant la disparition complète de nombreuses espèces de poissons et la ruine des ports de pêche avoisinants. Si la surface de cette mer s'étendait autrefois sur 68 000 km², comme on l'a dit, soit l'équivalent de 2 fois la Belgique, sa superficie n'est plus aujourd'hui que de 7 000 km². Les 28 espèces endémiques de poissons de la mer d'Aral ont aujourd'hui disparu, tuées par les quantités colossales de pesticides accumulés au fond du bassin. De plus, avec l'évaporation de l'eau, ces pesticides tapissent désormais le lit desséché de la mer d'Aral. Entraînés à plusieurs kilomètres des rivages par de violentes tempêtes de sable, ils ont également contaminé les populations alentours. Dans cette région, le taux de mortalité infantile est désormais l'un des plus élevés au monde. Les cancers et les cas d'anémie sont en constante augmentation. Mais les exemples de ce genre ne manquent pas, comme celui du lac Baïkal également, longtemps surnommé la perle de Sibérie, qui constitue à lui seul 1/5 des réserves mondiales d'eau douce et qui se trouve en butte depuis le milieu des années 60 à une pollution sévère provoquée par la présence à Baïkalsk, sur la rive sud-est,
d'une gigantesque usine de cellulose et de papier qui rejette dans le lac tous ces déchets chimiques. Ces aberrations sont de bons exemples de l'illusion du volontarisme absolu qui sous-tend la mystique rationaliste du progrès. Le progrès technique n'est pas à condamner en soi naturellement, et il doit même être envisagé comme une piste possible pour trouver des solutions plus propres et plus écologiques à notre mode de vie. Mais l'illusion consiste à croire que l'on peut maîtriser toutes les conséquences d'un réaménagement de la nature en fonction d'un seul facteur, à savoir celui de la productivité. L'ambition des soviétiques n'était pas mauvaise en soi, en voulant implanter des champs de coton pour développer économiquement la région de la mer d'Aral, mais cette politique fut réalisée au mépris de toute considération holistique et de vue plus large, conduisant non pas à un essor de la région, mais à son appauvrissement et à une catastrophe écologique sans précédent. Prenons maintenant un autre exemple d'hétérotélie caractéristique de cette vision volontariste du monde. L'hétérotélie, je le précise, est un concept de Jules Monroe qui vient du mot grec hétéros, qui signifie autre, et du mot télos, la fin. L'hétérotélie est un résultat autre que celui que l'acteur principal d'une action avait à l'esprit à l'origine. Prenons le cas maintenant donc de la dite campagne des 4 nuisibles qui conduisit à l'une des pires catastrophes écologiques que la Chine s'est infligée à elle-même. Cette campagne s'inscrit dans la politique du grand bond en avant décidé par Mao Tse-tung à la fin des années 50, censé moderniser la Chine et la rendre plus forte. En effet, pour améliorer la situation économique de la Chine, il fut décidé que plusieurs fléaux devaient être éradiqués. Et parmi ces fléaux, 4 nuisibles en particulier, les mouches, les moustiques, les rats et les moineaux. Ce dernier animal contrariait en effet particulièrement le gouvernement chinois. Celui-ci avait récemment ordonné une politique de collectivisation des terres et les fermiers qui devaient s'adapter étaient fort gênés par ces oiseaux qui mangeaient leurs graines. Des scientifiques chinois firent donc de savants calculs et établirent que chaque moineau consommait environ 4,5 kg de céréales par an. 1 million de moineaux consommaient donc autant de nourriture que 60 000 personnes. Fort de cette information, Mao lança la campagne « Tuer les moineaux pour résoudre le problème ». Endoctriné massivement par une propagande de grande ampleur, le peuple chinois se mobilisa en grand nombre pour éradiquer les maudits oiseaux. Ils descendent dans les rues, font teinter leurs casseroles ou battent les tambours pour terroriser les oiseaux et les empêcher de se poser, les forçant ainsi à voler jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Les nids sont détruits, les œufs brisés, les poussins tués et les moineaux abattus dans le ciel. On estime aujourd'hui que des centaines de millions de moineaux furent tués au cours de cette campagne qui les a pratiquement éradiqués. Mais voilà, au lieu de régler les problèmes des récoltes, une telle politique eut l'effet résolument inverse et conduisit à la catastrophe. Si les oiseaux mangeaient effectivement les graines des paysans en grand nombre, ils mangeaient surtout des insectes. Sans leurs prédateurs naturels, le nombre des insectes ne cessa donc d'augmenter, et ces derniers eurent un effet plus dévastateur encore sur les récoltes, affectant principalement la production de riz. Une fois qu'il comprit les conséquences de sa politique, Mao ordonna bien entendu immédiatement l'arrêt de celle-ci, mais il était trop tard, et la situation se détériora rapidement. Sans moineaux, les criquets envahirent les campagnes. La situation fut si préoccupante que le gouvernement chinois dut importer des moineaux depuis l'URSS pour résoudre le problème qu'ils avaient eux-mêmes causé. Le surnombre d'insectes, ajouté aux effets d'une déforestation généralisée, à l'utilisation excessive de poisons et de pesticides, ainsi que l'industrialisation irraisonnée du pays, conduisent à des conséquences terribles pour le peuple, à savoir la grande famine chinoise, durant laquelle près de 30 millions de personnes sont mortes de faim. Bien entendu, comme on peut le lire dans le livre noir du communisme, cette campagne des 4 nuisibles ne fut pas la seule cause de ce drame. Les raisons du drame sont également techniques. Certaines méthodes agronomiques tout droit venues de l'académicien soviétique Lysenko et reposant sur la négation volontariste de la génétique ont valeur de dogme en Chine autant que chez le grand frère soviétique. Mais il nous offre un bel exemple de l'aveuglement que fut celui des dirigeants communistes. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que seuls les hommes de gauche et les communistes commirent de tels crimes écologiques. Mais il est bon de s'en souvenir quand on observe la récupération tout à fait indue et illégitime du combat écologique par le camp de la gauche. Car si la gauche moderne, à l'exception de quelques paléomarxistes qui survivent ici et là, a abandonné son tropisme productiviste, le fond de sa vision du monde n'en demeure pas moins toujours résolument hostile à une véritable pensée écologique au sens supérieur du terme. Et cela est bien normal, car cette dernière ne peut avoir de sens que dans une vision ordonnée de l'univers. L'écologisme contemporain, s'il s'appuie sur des préoccupations et des inquiétudes tout à fait légitimes,
n'est utilisé que comme le masque d'une idéologie ethnomasochiste profondément animée par la haine de l'Occident et de la civilisation européenne, ayant pour agenda principal la défense des minorités et de toutes les lubies les plus aberrantes à la mode. Comme le note Philippe Bayet, en réalité, le monde du citoyen du monde écolo-gauchiste est tout sauf un monde, c'est-à-dire un cosmos, un ordre. C'est au contraire un chaos, une cour des miracles, un pandémonium indescriptible où migrants, représentants de quelques peuplades primitives en voie d'extinction, LGBT, jeunes pleurnichards blancs ethnomasochistes et vétérans de l'anticolonialisme communient dans une caricature de religion laïque à base de repentance à sens unique. Et comme tout chaos, c'est d'abord un phénomène profondément inesthétique, d'une laideur repoussante, une figure du difforme au sens nietzschéen du terme. Les écolo-gauchistes peuvent toujours manger bio à toutes les bonnes sauces allégées, ils ne seront jamais du côté de la grande santé surhumaniste. Or, c'est précisément avec cette intuition qu'il faut envisager la réélaboration d'une pensée écologique proprement de droite. Il serait absurde que la droite abandonne ce thème à la gauche, alors que ce dernier résonne naturellement avec notre vision du monde et qu'il est si contraire à celle de l'égalitarisme. Ce qu'il s'agit de développer, selon Giovanni Monastra, c'est, je le cite, une approche globale, omnicompréhensive, qui se présente comme une variété aristocratique et qualitative de l'écologie profonde, très loin de tout naturalisme unidimensionnel. Et c'est pourquoi la référence aux grands penseurs qui sont à la source de cette pensée est un passage nécessaire. Toutefois, il n'est bien entendu pas question de reprendre simplement des positions théoriques nobles, mais impraticables dans une société comme la nôtre qui a bien évolué depuis un siècle. Comme l'indique Giovanni Monastra, nous devons savoir intérioriser les aspects les plus profonds et les plus intéressants de ces auteurs dont nous avons parlé, tout en faisant preuve dans le même temps de créativité et d'originalité dans nos réponses et nos propositions. Il faut décliner sous des formes totalement nouvelles l'impérissable et inaliénable exigence humaine d'une vie digne d'être vécue dans un monde sauvé des dévastations provoquées par la modernité, écrit-il. Nous devons nous montrer toujours capables de séparer, de la manière la plus objective possible, ce qui est éternel de ce qui est contingent, et qui doit donc être abandonné, en dehors de tout sentimentalisme et de tout attachement injustifié. Notre regard doit être celui d'une objectivité nouvelle. Il doit refléter une tension permanente vers une approche réellement holiste et systématique de la réalité, exempte de certains freins romantiques, esthétiquement attirants, mais qui seraient aussi la cause d'une défaite assurée. En observant le passé, nous pouvons identifier dans l'action de nos prédécesseurs quelques constantes au milieu d'une mer de contingence. De nombreuses populations et ethnies prémodernes ont pratiqué la fidélité à elles-mêmes comme défense de certains piliers réputés fondamentaux. Les cultes propres, la mémoire des ancêtres, la culture, entendue non pas au sens intellectualiste et cosmopolite, mais avant tout comme style de vie, les us et coutumes, les bois et les champs cultivés, les animaux même dont on se nourrissait et avec lesquels les hommes étaient entrés dans un rapport empathique et qu'ils n'auraient jamais exterminé. Ce sont là autant de réalités étroitement liées entre elles et qui, réunies, constituent l'identité d'un peuple spirituellement et psychologiquement sain. Évidemment, une telle attitude passe une fois encore par le rejet d'une vision strictement muséale du passé. L'oikos que nous recevons en héritage, notre lieu d'habitation, notre Heimat, notre cadre de vie ethnopopulaire, n'a pas été créé comme une relique ou un mémorial, note Philippe Bayet, mais comme un lieu où la vie continue. Le véritable conservatisme, qui est au cœur de toute pensée authentiquement écologique, ne doit donc pas être une posture d'antiquaire, mais plutôt l'expression d'un sens de la beauté et d'une piété envers l'univers qui est vécu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné matière à réflexion. Alors cette vidéo est certes générale et introductive, cette vidéo a été conçue comme une sorte d'introduction à ce courant de pensée, à cette réflexion que j'aimerais mener avec vous. Elle sera très certainement suivie par d'autres vidéos consacrées cette fois-ci à des penseurs en particulier. J'ai parlé de Ludwig Klages ou de Konrad Lorenz, qui sont des auteurs que j'estime tout à fait fondamentaux et que j'aimerais vous faire découvrir un peu plus en profondeur. Néanmoins, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, je me suis basé pour faire cette vidéo sur les études de Giovanni Monastra et de Philippe Bayet, et donc il a été fortement question
d'auteurs allemands en particulier dans cette vidéo, puisque l'Allemagne, comme je l'ai dit, est un peu le berceau de cette pensée écologique, au sens vraiment littéral du terme. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que l'Allemagne est le seul pays qui a engendré des penseurs intéressants dans ce courant de pensée. J'ai parlé donc de Konrad Lorenz, mais en France, une sorte d'équivalent serait Alexis Carrel, qui est un penseur tout à fait passionnant et que je tiens vraiment à vous faire découvrir, car c'est un auteur qui compte beaucoup pour moi. En France, toujours, on peut parler de Gustave Thibon. Gustave Thibon qui a d'ailleurs consacré son premier livre, c'est peu connu, à Ludwig Klages. En Espagne, il y a évidemment José Ortega y Gasset. En Angleterre, on pourrait parler à l'époque contemporaine de Roger Scruton. Et il y a d'autres auteurs aussi que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, comme par exemple en Allemagne, de nouveau, le grand philosophe Martin Heidegger, qui est, à mon avis, une référence tout à fait incontournable si on veut mener une réflexion profonde sur l'écologie, sur la technique, la modernité. Donc voilà, cette vidéo se veut volontairement générale et introductive. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura éveillé votre curiosité et votre attention sur ce sujet-là. Et nous en reparlerons bien évidemment à l'avenir. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.